Je ne suis pas encore arrivé sur les internets parce qu'il y a environ 20 secondes de délai entre ce que je dis et ce que vous voyez. Alors j'ai appuyé sur le bouton « On lance le show », mais il n'y a personne qui le voit présentement, seulement ceux qui le regardent en rattrapage. Et quand ça va être rendu sur les internets, ben je vais pouvoir constater que tout fonctionne bien. Alors on dirait que ça part, oui, voilà, c'est parti sur YouTube. On va aller voir sur Facebook si c'est bien parti. Est-ce que c'est bien parti? Oui, c'est bien parti. C'est bien parti. Hop, passe encore sur la page officielle de Photo en direct. Ce serait quand même poche que ça ne fonctionne pas sur cette page-là. Mais non, c'est bien parti. Alors, il reste un petit partage à faire. On va appuyer sur partager. Et on va appuyer sur partager sur une page. Et on partage sur la page de Francis Vachon, photojournaliste. Voilà. C'est fait. Je vais pouvoir fermer mon laptop comme ceci et me concentrer sur ce qui se passe à l'écran, parce que j'ai déjà des gens qui sont arrivés, qui ont commenté ou à ma fenêtre de commentaires. Ce serait le fun que je puisse voir qu'est-ce que vous écrivez. Voilà, elle est là. Bonsoir, Marie-Josée Lessard. Salut Frédéric, un des habitués, un des plus habituels. David de Forcier, un de mes invités de la semaine passée. Christian Rochefort, salut. On va avoir une belle soirée ce soir. J'ai un invité un petit peu spécial. J'espère que tout va bien se passer avec mon invité spécial Rod Mcivor. Un homme avec beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à dire. Alors, comme d'habitude, on attend à 20h pour commencer le show. J'en profite pour vous saluer, que tout fonctionne bien, de m'assurer que tout fonctionne bien, que la technique fonctionne bien. Parce qu'une semaine sur 3 ou une semaine sur 4, j'ai un petit pépin technique. Il faut que je l'arrange avec que le show commence. Alors, voilà, comme ça, le pré-show sert aussi à ça, à m'assurer que tout fonctionne bien, que j'ai rien oublié, que tout est ouvert, que tout est parfait. Et alors, puis pour vous, c'est le moment idéal pour partager le show. N'est-ce pas? Il y a un petit bouton de partage à quelque part sur la fenêtre que vous êtes. Surtout si vous êtes sur Facebook, c'est le plus évident. Vous pouvez partager le show pour qu'on soit encore plus de gens à l'écouter en direct ou même en différé. Vous pouvez faire des likes, vous pouvez faire un petit cœur, n'importe quoi. Ça donne du jus à l'algorithme de Facebook pour faire connaître le show, le montrer à le plus de monde possible. Plus belle que la semaine passée, dit Dominique Pilon. Je ne serai pas dans l'écran. Effectivement, Dominique Pilon n'est pas un de mes invités ce soir, mais sûrement qu'il va essayer d'être présent et de me casser et de me faire rire pendant le show. J'ai développé une habitude. Tu sais, c'est comme quand on surfe sur Internet et qu'on voit les bandeaux publicitaires. Notre œil est habitué à ne plus les regarder. Mais je sais que quand je suis live, quand je vois la face de Dominique, dans mes commentaires, faut pas que je regarde parce que c'est dangereux. Je peux casser et partir à rire. C'est comme la publicité sur Facebook. Dominique, c'est comme la publicité sur Facebook. Faut pas la regarder. L'œil, le cerveau est entraîné à ne plus regarder. Dernière minute. Et puis on va y aller. On est presque 40. On devrait se ramasser une cinquantaine, encore une fois, ce soir en direct. Et puis, dans les 6 jours qui suivent, finalement, il y a à peu près 1000 personnes, plus ou moins, qui écoutent en rattrapage sur les différentes plateformes, parce qu'on est en direct sur Facebook, Twitch, YouTube. Il en manque un sur Twitter aussi. Et j'essaie de me faire rentrer aussi sur LinkedIn. Je déteste LinkedIn. C'est un réseau social que je déteste, mais on peut être en live maintenant. Et vu que c'est nouveau, il faut faire une application pour avoir le droit d'être en live. Donc, j'ai fait l'application et puis on verra. Ça va peut-être être du monde supplémentaire qui vont être rejoints. Alors, salut Léane Côté qui se joint à nous. Il est 20h. Alors, on va commencer ça officiellement. Et ceux qui sont habitués, vous savez que sur YouTube, je peux faire je peux enlever la partie pré-show parce que c'est peu d'intérêt, à part que de vous accueillir. Alors, rendu à 20h, je fais toujours ma petite coupure que je vais enlever pour faire comme si j'arrivais live comme ça tout d'un coup et qu'il n'y avait pas eu de pré-show. Alors, je vais vous dire que mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste basé à Québec. On jase photo, on fait ça en direct. Alors, ça s'appelle Photo en direct.
Salut les photographes, salut les amateurs de photos. Bien heureux de vous parler. Ce soir, comme à tous les lundis soirs à 20h, on est en direct. C'est le 45e épisode, donc on s'en va bientôt sur le premier anniversaire de photos en direct. Probablement que pour le premier anniversaire, je vais vous montrer des petites images du premier épisode. Ceux qui étaient là depuis le début, vous ne vous en souvenez pas. Mais c'était mauvais, donc on va se rappeler des petits souvenirs. Ce soir, on va faire quelque chose de spécial. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je la faisais en français. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire quelque chose en anglais? J'ai fait 1 ou 2 capsules en anglais juste pour tester le marché. Puis je me suis dit non. Je suis francophone, ma langue natale maternelle, c'est le français. Il n'y a aucune manière je peux compétitionner avec les gros YouTubeurs anglophones. De toute façon, j'ai quand même un accent assez important. Donc, ma façon de me différencier, de le faire en français. Puis quand j'ai commencé photo en direct, je suis allé avec la même philosophie. Ben, je suis francophone, je suis français, on va faire ça en français. Des capsules ou des directs sur la photographie en anglais, il y en a, puis il y en a qui sont suivis énormément. Alors, qu'en français, il n'y en a pas vraiment. Donc, je vais faire les choses en français, ça va me différencier. Puis je pense que ça fait partie des choses que vous appréciez. Sauf que, de temps en temps, il y a un invité que j'aimerais avoir, puis il ne parle pas français. Puis je me dis, c'est dommage, il ferait vraiment bien. Alors, ça a toujours été un questionnement pour moi. Est-ce que je devrais, de temps en temps, avoir des invités anglophones lorsqu'il n'y a pas un équivalent francophone? J'ai fait un petit sondage extrêmement rapide cet après-midi qui n'était peut-être pas aussi complet qu'il aurait pu l'être. Et généralement, les gens ont dit « Ah oui, c'est correct, on comprend assez bien le français. » Donc, on comprend assez bien l'anglais pour avoir un invité anglophone. Donc, j'ai décidé que ce soir, on allait faire un test. On va avoir un invité qui parle seulement anglais. L'entrevue va se faire en anglais. Je vais faire des petits résumés en français de temps en temps si j'y pense de le faire. Mais vu que c'est une première, que je ne vous ai pas averti, puis je ne veux pas me mettre à dos ceux qui sont moins à l'aise avec ça, pour une première, on va faire ça très court. 5 minutes, 10 minutes maximum, même si mon invité, j'aurais pu y parler pendant 2 heures sans aucun problème. Donc, on va faire ça. Le premier 5 ou 10 minutes, ça va être en anglais seulement. Je vous invite à aller sur la page de photos en direct qui est dans la description de la vidéo que vous regardez présentement. Vous allez voir le post que j'ai fait sur le fait que, est-ce qu'on devrait avoir des invités français ou est-ce qu'on devrait en avoir en anglais de temps en temps? Ça va être celui qui va se trouver directement sous le live que vous regardez présentement. Donc, après le show, vous irez faire un tour puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on verra si, évidemment, ce ne sera pas toujours... Si les gens disent « Ah oui, ça ne me dérange pas », ce ne sera pas toujours des invités anglophones, mais de temps en temps, lorsque ce sera pertinent, ce sera un invité anglophone. Alors, pour ce soir, on fait un test, on voit qu'est-ce qu'il y en est. On va faire un petit 5-10 minutes avec un invité assez intéressant, qui était quand même assez important pour moi dans le début de ma carrière. On va aller voir Rod Mcivor. Ça part bien. Rod Mcivor. Rod Mcivor, hi, how are you? Hello. We hear you fine. So thanks for being here with us. Thanks for doing that, to be our first official English guest. So you're trying out, basically. So it's a great experiment. Yeah, well, yeah. So we've known each other since 2005 when I did a quick kind of an internship, non-official internship at the Ottawa Citizen. You were one of the senior staff photographer at the Ottawa Citizen. Now you are retired in your house in Florida. You still in Florida? No, not in Florida. Okay. Okay. Well, so you're back. No. Okay, because you have a no. I'm living in Ottawa, but I try to winter in Florida. Okay. So, being a staff photographer in Ottawa, you've covered a lot of politics. And you have amazing images of many politicians, but there's one particularly that we're going to talk tonight. And why I wanted to talk to you today is because today Facebook brought back a memory. And when you post something, like every year, it pops up like a year ago, 2 years ago. And 2 years ago, this photo
was published in a newspaper. Like many newspapers published that photo. And the photo of Justin Trudeau was taken here by Jerome Lessard. He is receiving a photo that you took. So to explain how great that photo is, we need to understand the photo he is receiving that you took. And it's this photo. So tell me about this photo. This is a photo of Pierre Trudeau arriving with Justin Trudeau under his arm to a garden party at Government House at the end of the Commonwealth Conference. So he was hosting a garden party at Government House, and he came walking over from before Sussex. They're that close, and instead of a car and all that stuff. And at the last minute, he threw Justin under his arm, and this man on the left is an actual RCMP inspector. I thought he was a member of the Governor General's foot guards, but he's an RCMP inspector who I found out later is in charge of security at 24 Sussex. So they both know each other. So he found it necessary to salute Trudeau as he walked by, and Trudeau made sure his saluting hand was otherwise occupied. And Justin Trudeau is how old in the photo? He knew the photographers were there too. Yeah. So how old was Justin Trudeau in that photo? I think he was two and a half. Okay, He was the only child at that time. The other kids hadn't been born yet. Alors, c'est une photo où on voit Justin Trudeau dans les bras de son père, Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott était alors le premier ministre du Canada. Justin Trudeau, qui était encore un enfant de 2 ans seulement, dans ses bras. Et on voit un membre de la GRC, de la garde de la gouverneure générale, qui fait un salut au premier ministre. That photo won like a lot of awards. And this is a photo that you would probably not be able to take today because of all the security and all the measure to protect the Prime Minister. So tell me about how that photo rolled over the years and where it was published. And because I think it won or was published in a book like maybe the 100 most influential photo of the century or something like that. So tell me about the story of the photo after it was first published. The photo had its ups and downs, but once Justin Trudeau decided he was going to enter politics, it got a new rebirth, a new reason for making the newspapers. It did win initially a National Newspaper Award, which is the highest award you can get in Canada for a photograph, and it won Best Photo of the Year for 1973. And then eventually it ended up being chosen as one of the top 10 photos in Canada by the Canada Historical Society, one of the top photos ever. But basically, it was later written and talked about as the photo that defined Canada at that time. And defined Mr. Trudeau and the family. Canada having a prime minister with a child, and nothing controversial about it at all. So nothing that's offensive to anybody, even if you didn't like Trudeau. yeah, and you either loved him or hate him. So that was one of them. Alors, la photo a eu une vie importante après sa première publication. Elle a gagné plusieurs prix. Elle a été choisie comme une des photos qui a eu le plus d'influence de son moment ou qui a défini cette période-là. Donc, c'est une photo qui est très connue dans le Canada, dans le Canada anglais, qu'on aime ou qu'on déteste Pierre Elliott ou Justin Trudeau. C'est une photo iconique de l'histoire du Canada. So now that we know a little bit more about the background of that photo, now we can take a look on that photo. And, well, you know as much as me about this photo, so tell me what we see on that photo, what makes it special. For me to say? Yeah, well, if you want. Yeah. Because it's pretty special. Who is giving the photo to Trudeau? It's special because it won the awards. Otherwise, it would have just been the best photo of the week, for example, and then long lost. But don't you know who is giving the photo? From a photographic point,
The during the presentation. Well, the police officer giving so you don't know the backstory on that photo because the police officer that we see. I don't think you didn't show that yet. You didn't show that picture. Okay, so presentation. Yeah, if I do that. Oh yeah, you did. Okay, so the photo, the policeman on the right is the son of the policeman that's saluting Trudeau. So the police officer that we see here giving the print to Justin Trudeau is the son of that police officer. So here, Justin Trudeau, so the two father and the son, and the police officer, the father and the son. Exactly. So now, I think they were cleaning up the house, and they decided that Justin Trudeau should get the photograph in a presentation. They asked whether they could present it, and then I was told about the presentation, and I thought, well, I think I wondered how Justin Trudeau would accept the photo. He knew about the photo, of course. And he, when invited to my exhibit of Prime Minister Trudeau and his family and pictures, he couldn't bring himself to come. He was too emotional about it. So I wondered, I didn't really want to be there for the presentation, so I wasn't. But in the end, when they made the presentation, it was done on video, and it made the newspapers, of course. And Justin broke down crying because it was so emotional. Their two fathers had actually worked together, because the Mountie that's saluting is, the chap on the right's father. And the two fathers were in the waiting room at the hospital the night that Justin was born. So once Justin heard that, and then they worked together, in other words, the two fathers. Wow. So when Justin heard the story, first of all, they started to tell him who took the photo, and at which point he said Rod Mcivor. Like he didn't wait for them to say who took the photo. And I thought, okay, I won that one. And then he broke down crying, and he said, I apologize. He said, I don't normally do this. I've had stories from Rod over the years, and everything's been fine. But he said, this was just too emotional. So that's good. Alors, la photo qu'on voit ici, qui a été publiée en 2013, donc il y a 7 ou 8 ans, on voit Justin Trudeau qui reçoit un agrandissement de la photo qui a été prise par Rod Mcivor. Mais qu'est-ce qui fait que cette photo-là est si spéciale? C'est que sur la photo, en fait, ce qu'on voit, c'est le policier qui remet l'agrandissement à Justin Trudeau. C'est un agent de police qui est le fils de l'agent qui salue sur la photo qui a été originellement prise par Rod Mcivor. Donc, c'est Justin Trudeau qui reçoit une photo où on voit son père et lui-même enfant, où on voit un policier qui salue, et c'est le fils de ce policier-là qui remet la photo officiellement à Justin Trudeau. Donc, qu'on aime ou qu'on déteste les Trudeau, c'est très polarisé pas sur les Trudeau. Je pense que c'est une photo qui est extrêmement touchante. So, you worked on the Hill, covering politics, and Trudeau was there for a long time. So you knew him kind of well, and especially her wife, Margaret. And you kind of developed a pretty good relationship with Margaret Trudeau. So how did it start? I guess I'll just go back a little bit. I took a break from the Ottawa Citizen when UPI lost the contract with them. So I was actually working for United Press International with the UPI, and UPI of the world basically became United Press Canada at some point. So during the from 1970 to 1980, basically, I was working Parliament Hill for the wire service. And of course, the main job was to cover Trudeau and his family, which was a fun job. So it gave me access to everything that he did that the media were allowed into. You had to allow the two wire services in, United UPI and CP and UPI. So I always had access. Then it was a question of who could get the best picture. And when you went into a strange town with these guys, you had UPI and CP, and every newspaper in the area would be there trying to get their own photos. So, and Margaret just actually started to recognize me a lot because I was there a lot. And
I was at a reception at 24 Sussex, which is very rare for the media like myself to be invited. And I can't remember the excuse for it. But anyway, we went to reception. It was on the back lawn, and Margaret was in line. So I went through the reception line and we chatted. And she said to me, she said, I'm getting interested in photography. And she said, I think I'm pretty good at it, but I do need some help. And does UPI give photography lessons? And I wasn't going to answer the question because my boss was standing behind me. And in the end, the boss said, yes, we do, which got me off the hook. So she called the next week and on my pager, and she said, can you come over now? And I think we missed the last sentence. It was can you repeat the last sentence? The audio cut off. Okay. I went over. She called, and I went over to the house, and then there was little security. I could drive right up to the front door, park my car, knock on the door. Never saw a Mountie or a police officer or whatever. And the butler took me up to a second floor room in 24 Sussex where Margaret was. I told him why I was there, so he's fine. And it turned out that she decided she didn't want to do any official prime minister stuff. So she's going to just take the time off in this room upstairs and learn a bit of photography. So I showed her, I had an extra camera. I showed her how to put film in it and, the lens and some shutter speeds and stuff. And then my beeper went off telling me that I had to go to Government House to take some pictures of the leges, I guess, the Governor General anyway. So she said, okay, I'm going to come too and practice what I've just learned. And I thought, well, I can't say anything, but it's not really very good for her to go steal the thunder away from the Governor General, which is what she'd do as soon as she showed up, right? So, but again, I'm not one to lecture Margaret Trudeau, so I didn't say anything. And she came over, and sure enough, she had her camera around her neck, and she put on her jeans and her work boots and a bandana. And the Mounties were there when we went to leave, and this is her with my camera around her neck. And she was totally unrecognizable. In the two Mounties that were out front didn't recognize her and didn't know me. So they ignored us completely as we walked over to Government House. And so when I went to Government House, I went on the way to Government House, Margaret said, oh, by the way, I'm not wife of the Prime Minister today. I'm your shadow for the day, and I'm not to be introduced. And I'm going, not to be introduced. Now what do I do, right? So I got to Government House. The press secretary opened the door, and who knew me? Because he used to work for UPI. And he said, hi, Rod. And I said, hi. And I said, I have a friend with me for the day, which is what I was allowed to say. And he said, yeah, fine. And he started to walk away. He was taking us into the house and then out into the garden and started to walk away. And I thought to myself, Peter, if you don't recognize her, you're going to lose your job because you have to be able to tell the governor, your Governor General and his wife that she's here. And I can't say anything, right? So I'm saying this all mentally to myself. And finally, he took 3 steps, spun around on his heel and bowed and went, Margaret, meaning welcome, Margaret. And she said, hello, whatever. That was it. And I said, yes, it's Margaret, but we're not official today. And he said, fine. So he was then allowed basically in a position where he could let the Governor General know she was there. And when they all came outside to get their pictures taken, Margaret was with us, as with the media, taking pictures. And basically pictures of her taking pictures made every newspaper in the country. And that picture was that event, right? But that one I did get used a lot, but yeah. It wasn't used that day because I wasn't live. So and that picture eventually that picture was used for a book. Yes. It's a book about Margaret Trudeau, and they used 16 of my photographs. They put my name on the back cover. So yeah, it's probably my most famous picture of Margaret.
And she and I got, we got along well because she trusted me. And when she needed, for example, on Remembrance Day, she called over to me while I was taking pictures of them at the War Memorial and said, Rod, are you available to come to where their cottage? I can't remember the lake where their cottage is, because we need a picture for our Christmas card. And I went, oh my gosh. And it was like bad weather and it hadn't snowed or anything. And I thought, oh, I'm going to have to do this inside. So I borrowed some lights and stuff. So I had something professional to work with indoors. And when I got there, it had snowed overnight and they were posing on the fence post. I should have given you that picture to use for this. But it's, so we ended up with a beautiful picture of all the kids and Margaret on the post. And then Margaret invited me in for tea or coffee or something, which was a little bit weird. But they went in and they hadn't gone in yet at that point, and it was freezing cold and the fireplace was set up to use. And I thought, it's not going to work. Like one match is not going to get this thing going. And Pierre Trudeau said, do you think this will work? And I went, no. So sure enough, he threw the match in and they had the best fire I've ever seen in my life. And you said I didn't realize that they had dry wood for 30 years so that it would work or whatever, right? And you said that you got pretty close to Margaret, or with Margaret, and she trusted you. You told me a little anecdote earlier on how you were able to gain her trust. And so can you... How trustworthy I was? Yeah. Yeah, she said we were doing photography lessons and she would come and she would process her film at the UPI office. And at one day I was waiting for her to arrive and the phone rang and it was Margaret Trudeau. And she said, I won't be there today because they're locking me up. And I went, what's going on? And she said, oh, this isn't a Martha Mitchell phone call to the press. This is Margaret calling her photo teacher to tell him that I won't be there. And I said, no, Margaret, you're calling Rod Mcivor at the UPI office, and I basically need to know if they're locking you up against your will. And then I could decide how I had to handle the situation. So she said, no. She said they're not really locking me up. They, on the doctor's advice, I'm going into the hospital in Montreal for some treatments, and Pierre's all for it, and everybody else is all for it, and that's what's happening. And so I went, okay, I can keep my mouth shut on that one. But it took like 6 months before anybody realized where she was and why she was there. So I had to keep that quiet for a long, long time. When I finally admitted to a reporter that was doing a story on Margaret and how she trusted people like me, I told him the story and he wrote it. And I heard back from my bosses. They basically felt I should have been fired at the time if they'd known I knew that, because it would have been front page news. Yeah. So you basically had the scoop of the century, but you decided not to say anything, which in turn gained you gained a huge amount of trust, which allowed you to take better picture in the future. Right. So. No, she allowed me into the house more and to do the various photographs when they were needed that were good for her to have and good for me to have. If I took pictures of her at one of her jobs after they separated, after they divorced, she had a job at the TV station and they wanted some pictures done, then she asked her bosses to hire me to shoot the pictures, and I was allowed the rules were that I would do the pictures and I would charge for them accordingly, but I was also allowed to use them for the Ottawa Citizen or whoever my boss was at the time. So that there would be the people I worked for would still get the benefit of my contact with Margaret. So some pictures that were taken for the TV station ended up being a fashion page in the Ottawa Citizen. That's the sort of thing that happened. And even through the years, I run into Margaret when she's trying to sell one of her books or whatever, or she'd come to one of my photo shows, and we would. I had a huge show after Mr. Trudeau died, and she came
every day for 3 days before it opened. And then she finally said, I can't come for the opening, because the kids said that they wanted her to calm down on public appearances and stuff. And she knew why, and I knew why. So I said, okay, but I want to have a reporter with me, and I want you to go around the exhibit of 50 photographs and tell me what you think is happening when those photos were taken. So we got Margaret Trudeau's version of what it was like and what was going through their minds when various pictures were being taken. So it worked out really extremely well. Yeah. And before Clifford says hi, he's very happy to hear you. He's one of our. So, and that explained the last picture I want to show. All that relationship that you had with Margaret explains that photo. So this is at the funeral of Pierre Elliott, and this is Margaret coming to hug you. So tell me a little bit more about that photo. That was on Parliament Hill, just as the coffin was brought out of the house, after, or wherever, to the hearse, or anyway, I don't even know where it was going to be going next, maybe on a train. Anyway, and Mike Duffy, who's the senator now, he used to be with the TV station, asked her whether she recalled the fact that that particular day was the anniversary of the death of Michel, her son. And that's not what Margaret needed to hear or wanted to hear at this stage in her life or her relationship with Pierre. So she broke down entirely, and I couldn't tell whether she was laughing or crying. I honestly didn't know until she saw me and came running over, and we ended up embracing or whatever. And Lynn Ball from the Citizen got the picture. And the picture ran in the paper. As a matter of fact, it ran in the paper, front page in Halifax, Nova Scotia. And my mother and father lived on a street near that received that paper. And I got a note from my mother's best friend, whose name was Margaret as well. And my mother's best friend, Margaret, said, "How dare you be seen hugging another Margaret on the front page of my newspaper." And I thought, that's a pretty cool little sideline to that photograph, right? Yeah. But I was worried it might get misinterpreted as that we were closer than it show us being a little bit too close. But that's as close as that ever happened. We never ever touched each other, let alone hugged each other, right? So it was interesting to see how far that would go. Well, Rod, as I said, we could talk for hours. It will be super interesting. But since it's a test with an English guest, we'll end it here. So I thank you for. Well, if people are okay with having an English guest sometimes, maybe I'll call you back and we can talk more, because we have so many stories. And I love you a lot, because I don't know how older, like more experienced photographer realize how they can really change the career of a young photographer. I arrived at the Ottawa Citizen as an intern, knowing not much about photography. I was learning, and the learning curve was pretty steep. And I stayed like maybe a week or 2 weeks, and seeing you work and help me, and at the end of every day I was showing my photos, and everyone, especially you, were like, "Oh, maybe you could have done that. If you did this, if you could do that, try this." And it helped me so much. So thank you for everything that you've done to me, and probably to many other photographers. Thank you very much. I've been honored for being a very humble guy, but the way I see it is, if you're not humble, you're not good. You're a show off or whatever, right? So I figure, if I'm in a good situation, why can't I share that situation with you, right? Yeah. And someday you'd be my boss. Yeah. And Jacques Boisneau is very happy to have been able to see you again through the show.
So, Okay. well, I'm going to let you do whatever you do on Monday night. So, thanks again. Thanks again. Okay. COVID time, not much. Okay. Yeah. Thank you. Bye-bye. Right. Thanks. Thanks for calling. Voilà, c'était Rod Mcivor. Comme je vous disais au début, en fait, juste avant qu'on commence l'entrevue, allez sur la page de Photo avec la page Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo que vous regardez probablement. Et dites-moi plus sur le fait si je devrais avoir des invités anglophones de temps en temps, ça pourrait ressembler à ça. Donc, si vous n'avez pas été capable de tout suivre, puis ça vous dérange, dites-le. Si ça vous dérange pas, dites-le. Je vais m'ajuster en fonction de ça. Comme je disais, le fait que le show soit francophone, que je le dirige vers les francophones, que ça soit le plus français possible, c'est bien, mais des fois, aller chercher la personne qui est la meilleure, puis qui parle anglais, je pense que des fois, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est mon show, mais c'est le vôtre aussi, donc on va prendre la décision ensemble. Alors, c'est le temps de l'actualité de l'industrie. Et ce soir, c'est une soirée droit d'auteur, spécial droit d'auteur. Ah oui, genre, quelle bonne idée. Dog Ball. Les deux frères sont absolument... Je savais pas qu'ils parlaient français. Je mets un homme là-dessus. Dog Ball. On va l'avoir. Spécial droit d'auteur dans l'actualité. J'ai 3 nouvelles concernant le droit d'auteur et on commence avec... la CBC, donc Radcan, qui poursuit le Parti Conservateur du Canada pour violation de leurs droits d'auteur. Qu'est-ce qui est arrivé? En 2019, lors du débat des chefs, Radio-Canada couvrait le débat des chefs et le Parti Conservateur a par la suite utilisé des images de Radio-Canada à des fins partisanes, donc pour faire la publicité partisane pour le Parti conservateur. Et évidemment, Radio-Canada n'est pas content et ils disent que le Parti conservateur a violé le droit d'auteur de Radio-Canada. Il y a des gens qui disent des choses un peu étranges, et entre autres un professeur en droit qui trouve ça inquiétant, cette poursuite-là. Il dit que ça pourrait avoir un effet dangereux sur la liberté d'expression. Selon le professeur Michael Geist, Radio-Canada doit s'attendre à ce que son matériel journalistique soit utilisé à des fins partisanes par tous les partis politiques. Alors, je comprends pas trop cet argument-là. Ils produisent leur matériel, alors pourquoi quelqu'un devrait pouvoir profiter gratuitement de ce que eux produisent? En tout cas, c'est l'argument qu'il fait, qu'il explique. Mais ils ont été chercher aussi l'argument du professeur Isolde Gendreau, je ne sais pas trop si je le prononce comme il faut, qui, lui, pense exactement le contraire. Donc, c'est allé chercher quelqu'un qui pensait que c'était correct et un autre qui pensait que c'était pas correct. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est... qui fait partie de la vie de tous les jours. Et en 2014, il y avait Stephen Harper, alors qui était lui-même premier ministre du Canada, il avait essayé de faire passer une loi qui aurait permis de faire ce genre de choses-là, mais ça n'avait pas passé. Alors, le Parti conservateur qui était là en 2019, c'était Andrew Scheer. Je ne suis plus beaucoup de la politique fédérale, on dirait. Andrew Scheer a fait ce que Stephen Harper voulait officialiser. Les publicités ont depuis été retirées du web et de tout ça. Donc, le Parti conservateur essaie de faire tomber la poursuite en disant de toute façon, on a arrêté, ça ne vaut pas la peine. Mais Radio-Canada veut aller au bout de l'histoire parce qu'eux, ils disent qu'une décision est nécessaire malgré tout. Sinon, rien n'empêcherait le Parti conservateur de republier les segments contestés. On se retrouverait dans une situation de whack-a-mole, donc le jeu où on frappe des taupes. Donc, il faudrait faire une poursuite à chaque fois. Puis là, ils retireraient les images, on abandonne la poursuite, ils en remettent d'autres. Bon, ils veulent régler le problème une fois pour toutes. Est-ce que c'est légal? Bon, personnellement, moi, je pense pas. Dans les arguments du Parti conservateur, ils disent que... Je vais aller retrouver l'extrait exact. Voilà, ils disent que
l'utilisation de ce matériel, selon le Parti conservateur, l'utilisation de ce matériel était équitable, donc il tombait dans le fair use, donc l'utilisation équitable selon la loi sur le droit d'auteur. Ce matériel était équitable en vertu de la loi sur le droit d'auteur, notamment parce que les extraits choisis ne durent que quelques secondes et qu'ils ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des émissions de CBC. Les avocats plaident qu'une telle utilisation est permise à des fins de critique, de satire et d'éducation. Et que en fait, dans la loi sur le droit d'auteur, oui, c'est vrai. Et que la publicité contient ces 3 éléments. Oui, mais non. Lorsque un parti politique utilise des extraits, ce n'est pas des fins d'éducation ou de satire. Ils font la publicité de leur service. C'est une utilisation qui est commerciale. Ils font la publicité de leur propre service de parti politique. Donc, ils ne pourraient pas, selon moi, je ne suis pas avocat, mais selon moi, ils ne devraient pas pouvoir profiter de l'exception du droit d'auteur pour satire, critique et éducation, parce qu'ils ne font pas d'éducation. Ils font de la publicité politique. Donc, c'est pas de l'éducation, c'est pas de la satire. Ça marche pas. Ça marche pas. Ensuite de ça, ça c'est drôle. Deuxième nouvelle, droit d'auteur aussi. Il y a des petits policiers assez bright à Beverly Hills. Vous savez peut-être, sinon je vais vous l'apprendre, qu'il existe des services de reconnaissance musicale. Tu sais, quand on utilisait avant l'application, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais entre autres, Siri le fait. On peut demander à Siri, « Hey Siri, dis-moi quelle chanson j'entends présentement. » Vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un bar, vous êtes à quelque part, vous entendez une musique, vous voulez savoir c'est quoi, vous pouvez demander à Siri quelle est la musique qui joue. Donc, il y a un algorithme de reconnaissance des pièces musicales. YouTube ont ça aussi. Alors, si vous publiez une vidéo sur YouTube où il y a une pièce qui est copyrightée, donc qui est protégée par droit d'auteur, merci, c'est Shazam. Merci, David. YouTube va reconnaître la pièce musicale et va... Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver, mais ça ne passera pas dans le beurre. Instagram aussi a ça. Bon, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a des policiers un petit peu wise à Beverly Hills qui étaient tannés de se faire filmer par des citoyens et qui faisaient un live stream. Donc, ils publiaient en direct des vidéos de leurs interactions avec leurs policiers. Alors, ce que les policiers ont fait, ils ont sorti leur téléphone et ils ont commencé à faire jouer des pièces des Beatles pour que Instagram reconnaisse l'algorithme, reconnaisse via l'algorithme les pièces des Beatles et de d'autres artistes et que les vidéos soient automatiquement arrêtées et qu'ils ne puissent pas être publiées. Et c'est assez brillant, malgré tout. Ils ont réussi à avoir des images quand même. Et là, je vais mettre juste un petit extrait parce que je veux moi-même pas avoir de problème avec... I think it's a real reaction that is from something that... Alors, on voit le policier qui, par exprès, fait jouer une pièce, le pointe son téléphone en direction de la personne qui le filme pour être sûr qu'il soit bien entendu, pour, espère-t-il, être reconnu, que la pièce soit reconnue par l'algorithme de Instagram. Et ce n'est pas un incident isolé. Vice a eu la nouvelle à l'effet qu'il y avait au moins trois fois où cette tactique-là avait été employée. Donc, c'est utiliser la machine contre la propre machine. C'est vraiment une drôle de nouvelle, mais c'est quand même inquiétant que des policiers s'arrangent pour qu'il n'y ait pas des images d'eux soient diffusées. Je peux comprendre que c'est tannant de se faire mettre une caméra d'en face quand on travaille, mais en même temps, les policiers, ce sont les seules personnes qui ont le pouvoir légal de mettre quelqu'un en cage et il faut qu'ils soient redevables et les images qu'on peut prendre d'eux, c'est la seule manière qu'on a qu'ils soient redevables et qu'on sache qu'ils agissent correctement, même si on espère qu'ils agissent tous correctement et que probablement que 95% d'entre eux agissent correctement, bien, le 5% qui ne le font pas ont la capacité de mettre quelqu'un en cage pendant longtemps. Donc, c'est important qu'on ait des preuves de leurs actions. Et le fait qu'ils utilisent des tactiques pour ne pas être filmés, ça, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Troisième nouvelle portant sur le droit d'auteur pour ce soir. Une photographe. On a déjà vu dans le passé, à l'émission, je vous ai parlé
qu'il y avait des tatoueurs qui avaient poursuivi des jeux vidéo parce que leurs tatous, les tatous qu'ils avaient faits à des sportifs de haut niveau, avaient été reproduits sur les joueurs dans, par exemple, des jeux vidéo de la NBA ou de la NFL. Alors, il avait dit, ben c'est mon tatou, vous avez refait le tatou pour le jeu, pour que le personnage soit plus réaliste, j'ai un droit d'auteur sur les tatous, donc je vous poursuis. Ben, ça, c'est un petit jeu qui joue à deux. Alors, il y a une photographe qui poursuit Kate Von D. Excusez. Kate Von D. Ça, c'est une tatoueuse qui semble-t-il bien connue parce qu'elle a une émission à la télévision. Une émission qui s'appelle L.A. Inc., donc l'encre de Los Angeles. Et elle poursuit... En fait, c'est pas elle qui poursuit. Elle se fait poursuivre par une photographe qui s'appelle... Un photographe qui s'appelle Jeff Sedlick. Jeff Sedlick a créé un portrait iconique de Miles Davis en 1989. Cette photo-ci. Cette photo-là a été publiée, elle a été jouée beaucoup, elle a gagné différents prix, elle a été mise en featured, elle a été mise en valeur. Pas la meilleure expression, la meilleure traduction pour featured. La meilleure traduction là, pour featured, elle a été dans les commentaires, la meilleure traduction pour feature. Elle a été mise en valeur dans le magazine Life pour les photos de l'année. Donc, c'est une photo qui a beaucoup joué, qui a quand même un impact et qui est très connue. Et la tatoueuse, qui s'appelle Kate Von D, a fait le tatouage en reproduisant la photographie de Jeff Sedlick. Si c'était juste un tatou qu'elle fait à un client comme ça, ça aurait été une chose, mais là, elle a utilisé ce tatou-là pour mousser sa popularité sur les réseaux sociaux. Elle a donné cette photo-là, ou la photo finale, ouais, pour moi, celle-là, ouais, donc on voit ici sa publication Instagram. Elle donnait aussi cette photo-là à des médias qui voulaient faire un article sur elle. Donc, elle n'a pas juste fait un tatou, elle a utilisé le tatou qui provient d'une photo pour faire sa publicité. Donc, c'est ce que Kate... j'ai de la misère avec les noms, j'ai une mémoire de poisson rouge. Le photographe, c'est Jeff Sedlick. Donc, voilà la raison pour laquelle Jeff Sedlick poursuit Kate Von D. Les montants qui sont en jeu, 150 000 $. Et aussi, il demande que tous les endroits où la photo a été publiée soient retirés, incluant le tatou. Si je comprends bien la phrase, « Remove all instances of his photo and the tattoo of it ». Donc, il demande à ce que on scrube le tatou qui a été réalisé avec sa photo. Ouch, pauvre client. Donc, dommage de 150 000 $ pour la violation, ainsi que les profits qui ont été gagnés et le coût des frais légaux de Sedlick. Et il y a David qui dit pour featured, on dit mise en valeur. Oui, ça pourrait être une bonne chose. Christian Rochefort dit mettre en vedette. Mise en valeur, mettre en vedette. Les deux sont bons. Alors voilà, c'est l'histoire du tatouage, en fait de la photo plagiée pour un tatouage. Ensuite de ça, j'espère que je vais être capable de vous expliquer comme il faut la prochaine nouvelle. C'est quelque chose qui a déjà été essayé, mais qui semble être mieux fait ici, même si on est encore, même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. C'est une nouvelle façon potentiellement de développer des appareils photo. C'est Alice, la caméra Alice, qui est présentement en phase de démarchage. En fait, ils ont lancé un site, ils ont lancé un programme de financement participatif sur Indiegogo. Donc, vous payez maintenant, puis s'ils réussissent à amasser l'argent qu'ils ont besoin, ben vous allez recevoir votre caméra. Donc, en partant, c'est quelque chose que je ne suis pas très, très fan de ce genre de fonctionnement-là. J'ai entendu un certain nombre d'histoires d'horreur, mais bon, enfin, si vous voulez investir, libre à vous. Les montants présentement sont de 850 $ US, si je me souviens bien, en tout cas, je l'enverrai à quelque part. Alors, l'idée derrière ça, c'est que les téléphones intelligents prennent des photos.
mais ils ont pas vraiment des objectifs de qualité, il n'y a pas d'objectif interchangeable, et le capteur est un peu ridicule. Les appareils photo sont cool, les réflexes et les sans-miroirs ont les avantages que les téléphones n'ont pas, mais ils ont aussi les inconvénients qui sont des qualités chez les téléphones intelligents, c'est-à-dire la connectivité. La possibilité de automatiquement partager ses images, aller sur Internet, publier une image sans passer par nulle part, juste via la caméra, de publier à droite et à gauche et d'envoyer ses photos. Alors, Alice viendrait joindre les deux bouts. C'est un truc qui vient, donc ça ici, ce serait Alice, et ça vient se connecter sur un téléphone intelligent qui devient le cerveau de la caméra. Donc, une application connecterait avec la caméra qui a des fonctions très limitées sans téléphone. Il faut vraiment l'utiliser via un téléphone. Et à partir de là, toutes les fonctionnalités qu'on espérerait avoir sur un appareil photo au niveau de la connectivité pourraient s'y retrouver. Alors, il y a une vidéo de présentation de la caméra. This is Alice, the next step in camera design. Built by creators for creators. Be a creator. It's easier than ever to share your work with millions of people around the world. New platforms have unlocked professional together the flexibility of pro equipment with the intuitiveness and connectivity of your phone. Our solid aluminium frame attaches to most modern smartphones and holds micro four thirds lenses, giving you access to a world of professional quality, control and choice. We use a 10.7 megapixel sensor like the ones found in professional, then letting you fine-tune it with our intuitive pro settings, so you can control your shots like never before. Ça vient avec un logiciel de post-production à l'intérieur. Once you've found a style you like, you can save it, because of course you can. When you've taken a photo, you can edit it instantly, share it instantly, live stream instantly, because of course you can. Alors, ça utilise fonctionne sur iPhone, sur Android, avec un capteur Cap 3. Ensuite de ça, objectif 4.3. 4.3, je connais pas bien, c'est le domaine du 4.3. Je dis peut-être n'importe quoi, là. Avec un capteur de 10.7 mégapixels pour créer, eux disent, des images, des Pro-Level Images. Ça reste à voir, évidemment. Voilà, donc, Intelligent Object, donc un tracking des objets intelligents, donc un autofocus sur les objets intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça reste à voir. Et une stabilisation électronique. Donc, ça a beaucoup de potentiel. Sur papier, c'est intéressant. Les images qu'on voit, la vidéo qu'on voit, c'est très intéressant. Et je vois qu'il y a des gens qui sont excités de ce genre de projet-là. Cependant, là, on voit le hype. On voit ce qu'ils veulent nous montrer. J'aurais de la misère présentement à mettre de l'argent là-dessus sans l'avoir dans les mains parce que qu'en est-il de l'autofocus? Qu'en est-il, quand on connecte le téléphone sur le bidule, combien de temps ça prend de se connecter avant de s'ouvrir? Est-ce que si je veux prendre une photo, ça me prend 1 minute avant que je sois prêt? Il y a comme beaucoup d'inconnus. Le potentiel est là, mais est-ce que ça va marcher aussi bien que ce qu'elles veulent nous laisser croire? Est-ce que ça va marcher correct la première version, puis qu'ensuite la deuxième version, ça va être super bien? Est-ce que Canon, Nikon, Sony, Fujifilm vont voir ça, puis vont dire « Oh wow, c'est vraiment cool, on va faire pareil ». À ce moment-ci, on ne le sait pas, mais ce qui est le fun, c'est qu'on voit un nouveau joueur qui est prêt à essayer quelque chose de nouveau, qui a une idée intéressante, qui... Comme le disait Mathieu, qui n'est pas nouveau, mais qui n'a jamais vraiment marché comme on l'aurait espéré, parce qu'on rentre dans un terrain de jeu qui est encore vierge. Donc, si Sony l'a essayé, en tout cas, je n'ai pas entendu parler, puis si ça existe encore, c'est pas vraiment populaire. Preuve que, preuve. Soit parce qu'il n'y a pas de marché pour ça, ou soit parce qu'ils ont décidé de ne pas creuser plus loin le concept de base pour voir vraiment s'ils pouvaient aller jusqu'au bout de l'idée. Parce qu'à la base, il me semble que ça fait du sens. On verra. Donc, évidemment,
ceux qui sont nouveaux à l'émission, tout ce que je montre à l'écran, les liens se retrouvent dans la description YouTube, dans les minutes qui suivent la fin de la diffusion en direct. Si vous êtes présentement sur une autre plateforme que YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, etc., le lien vers la diffusion YouTube se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez présentement. Et ça fait le tour de l'actualité de l'industrie, ce qui nous amène à parler de mes découvertes de la semaine. Et on commence avec les 5 gagnants, les People's Choice, donc le choix du public, du Wildlife Photographer of the Year, du Natural History Museum, « 45 000 images ont été soumises. Voici un des choix du public par Robert Irwin, donc un fire lane, donc un feu de forêt, donc la ligne de démarcation d'un feu de forêt. J'ai-tu une petite flèche pour aller au prochain? Non, il va falloir que je ferme. J'aille face back. OK, on va à la suivante. Un petit lièvre. Donc dans les Highlands en Écosse. C'est pas très, très intuitif comme navigation, ce site-là. Ensuite de ça, un rhinocéros, ou comme disait mon fils quand il était jeune, un rhino féroce. Ah, c'est par Amy Vitale. Oui, Amy Vitale, canadienne. Petite rencontre... voyons, comment on appelle ça? Orignal. Une orignal, il y a un chien. C'est un Canadien qui a pris ça. Une orignal, ça semblerait un Canadien. Guillermo Est, ça sonne pas canadien, ça veut pas dire qu'il n'est pas canadien, n'est-ce pas? Ça le dit pas. Oh, non, américain. Et finalement, un petit écureuil qui fait dodo par Neil Anderson. Ensuite de ça, ceux qui sont amateurs de vieux appareils photo, entre autres Sébastien Arbour, je ne sais pas si tu es à l'écoute, Sébastien, mais je pense que c'est le genre de choses que tu vas apprécier. Une vidéo où on voit, comment il s'appelle ce monsieur-là? Roberto Cerini, qui s'est fait donner par son père une Rochester Premo B. C'est une caméra tintype de 1893, donc une caméra qui a 130 ans. Alors, il s'est donné comme projet de la restaurer et de faire des photos. 1893, the Rochester Optical Company Premo B. This camera's over math. This camera's almost 130 years old. And glass of the most accurate grinding to produce the camera. It also had this side viewfinder to line up the subject, and you could focus accurately by sliding a frosted glass plate into a giant mahogany from the door size. So the tin plate, once coated in emulsion, would be loaded in the dark like this, and a tiny metal clasp holds the plate pretty securely in place, so that you can slide the light, tight protective cover back over the plate for easy transportation. This magazine holds 2 plates, and even application has to happen under safe. The changing bag and let the plates carry the magazine, which wasn't the best idea, but that's what I had. Prendre une photo. I got my beautiful girlfriend to wrap muslin around her in the attempt at least a minute of exposure. New photograph boasts. The effect is haunting, soft in places, sharp in others, the black metallic of the tin bringing a lifelike depth to the image, the color and crackle making it look positively ancient, even though I just took this. In all, it was a super fun project that let me bridge the beginning. Non, vous irez voir ça si vous êtes amateur d'histoire et ou de photographie. Ensuite de ça, photo bien spéciale qui a été prise par hasard. C'était pas ça qui était voulu, c'était pas ça qui était prévu, mais un photographe a réussi à se faire photobombé par un avion. Il faisait des photos du soleil. Et le hasard a fait qu'un avion, un avion ou un avion? Un avion.
un avion est passé devant le soleil alors qu'il prenait sa photo et s'est fait mettre en silhouette. Et il prenait des photos et la vidéo en même temps. Le concept est un peu weird, mais il y a une vidéo de l'événement qui a été pris aussi. Regardez bien ça. Pas pire. Et, est-ce que c'est la dernière? Oui, dernière petite nouvelle. C'est le 25e anniversaire du Shawinigan handshake. Shawinigan handshake, on est dans la soirée des anciens premiers ministres. Le Shawinigan handshake, si vous ne savez pas c'est quoi, ça a 25 ans. Donc, si vous avez en bas de 35 ans, c'est fort possible que vous n'ayez aucune idée de quoi je parle. Le Shawinigan handshake est un événement qui a été, je vais dire popularisé, mais qui a été réalisé par Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada. Il y a un manifestant, ou en tout cas, quelqu'un qui n'aimait pas Jean Chrétien, qui s'est approché un petit peu trop proche, qui est passé à travers la sécurité de la GRC. Et Jean Chrétien s'en est débarrassé, disons, en le prenant à la gorge et en le mettant carrément hors d'état, en le prenant à la main. Donc, il y a le Shawinigan handshake, donc la prise de serrer la main au Shawinigan, Shawinigan étant la ville natale de Jean Chrétien. Alors, voici la photo du Shawinigan handshake, celle qui a fait le tour du monde. Et ce qui est spécial avec cette photo-là de Jean Chrétien qui prend à la gorge Bill Clinton, merci Jacques Boissineau. Ce qui rend cette photo-là spéciale, c'est qu'elle a gagné le prix de la photo de l'année de la presse canadienne. La presse canadienne étant la plus grande, en fait maintenant c'est la seule agence de presse canadienne. Et c'est pas une photo, c'est un frame grab. Celui qui avait le meilleur angle, c'était un caméraman de Global TV. Laissez-moi... oups. Je fais de quoi qu'il fallait pas. On va ramener ça. OK, comme ça. C'est Global... Ouais, c'est Global Ottawa. Son nom est Phil Nolan, qui travaillait donc pour Global. C'est lui qui a filmé la scène et c'est lui qui avait le meilleur angle. Donc, la presse canadienne a acheté un frame grab et donc une image vidéo finalement. Donc, ils sont allés chercher un frame et cette photo-là a gagné la photo de l'année de la presse canadienne. Et ceux qui sont moins familiers avec le fameux événement, j'ai retrouvé des images, je pense que je suis pas mal sûr que c'est les images de Global. On va voir que ça se passe vite, c'est en basse résolution parce qu'il y a quand même 25 ans, le HD n'existait pas encore. Mais on va aller voir ça. C'est un drôle de show, là, ça parle de... Je vais aller commencer à la bonne place. Speaker's Corner. Talk is deep. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Voilà comment on se débarrasse d'un manifestant qui s'approche. John Chrétien was Speaker's Corner. Talk is deep. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Sur d'autres photos qui ont été prises, on le voit sur les images que Radio-Canada a prises, on voit Bill Clinton, le manifestant, à terre, dans un autre monde. Il a pogné à la gorge, il a dû avoir des cours pour sur les points de pression, mais Bill Clinton était complètement hors d'usage après ce mouvement-là, après le Shawinigan handshake qui a quand même rendu Jean Chrétien... ça fait partie maintenant de l'histoire. Il y a même une bière de microbrasserie de la région de Shawinigan qui a été nommée Shawinigan handshake. Jean Chrétien, très bon joueur sur cet événement-là, a participé à la conférence de presse du lancement de la bière. Donc, ça fait partie de l'histoire canadienne et d'une anecdote savoureuse de Jean Chrétien. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'était tout un personnage. Des politiciens comme ça, comme Pierre Trudeau qu'on a parlé tantôt avec Rod, ça se fait plus aujourd'hui, à part peut-être Donald Trump, mais je suis pas sûr qu'on veut des personnages comme Donald Trump. Voilà! C'était mes découvertes de la semaine, ce qui nous amène officiellement à la fin de l'émission.
Comme à l'habitude, merci à mes Patreons de niveau intermédiaire ou plus, Projet Nord, Denis Germain, François Pilon, Jean-Frédéric Mongeon, Julie Côté, Stéphane Groslot, Régent Savard et Carmen Gauthier. Merci aussi à mes Patreons de premier niveau qui n'ont pas la chance d'être nommés en nom, mais qui quand même participent. Ils participent au succès de l'émission en contribuant mensuellement. Ils n'ont pas la chance d'être nommés en nom, mais quand même, ils sont très importants pour que je puisse être là à toutes les semaines. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Patreon, allez à patreon.com/Francis Vachon. Merci aussi à f8iso400.com qui est un participant de l'émission. Des produits pour les photographes, seulement pour les photographes et seulement en français. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook de la photo en direct. Je me souviens plus du nom de mon émission, ça va bien. Pour que vous me disiez votre idée, votre avis sur le fait d'avoir des invités anglophones de temps en temps lorsque c'est nécessaire. Le lien vers la page Facebook se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez présentement. Donc, je vais vous dire à la semaine. Moi, ça va être mon heure et demie que je vais avoir dans la semaine pour aller jouer à Fortnite. Fait que je vais aller jouer à Fortnite, je vais aller tuer du monde. On va essayer d'aller faire des top 1. Donc voilà, une bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là.